Boycotter Gérard Depardieu, tous les films où il a pu jouer. Puisqu'il serait temps de condamner les violeurs, vous savez, genre, ce truc si pourtant si simple. Du coup, c'est une pancarte que j'ai fait pour la manifestation du 8 mars 2024. Donc de ce côté-là, on a une phrase assez classique qui est céder n'est pas consentir. Un slogan vraiment classique avec du coup la mention de briser de silence. Et de l'autre côté, on a un petit bout de mon histoire, de ce que j'ai pu vivre, avec la mention de mon violeur et du contexte dans lequel j'ai vécu mon premier viol. Donc en soirée, lorsque j'étais inconsciente et lorsque j'avais 17 ans. Et évidemment, la mention de briser le silence, parce que c'est pas à nous d'avoir honte ou de se taire en fait. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler tous les artistes à boycott. Accrochez-vous, la liste va être longue. Elsa a 20 ans et elle participe à ce qu'on appelle la cancel culture, notamment à travers ses vidéos postées sur TikTok et Instagram. Mais la cancel culture, c'est quoi ? De l'anglais signifiant culture de l'annulation, c'est un phénomène sociétal qui vise à supprimer une personnalité physique ou morale pour des propos ou des actes jugés problématiques. Cela se passe principalement sur les réseaux sociaux, mais parfois le mouvement dépasse les écrans. Pour Elsa, cette volonté de boycotter part d'une histoire profonde. J'ai été assez tôt exposée aux violences sexuelles puisque dès le collège, j'ai ma meilleure amie à ce moment-là qui avait vécu de l'inceste et dont j'étais la première personne à laquelle on a parlé. Et du coup, forcément, ça m'a beaucoup touchée et j'ai vraiment cherché à l'accompagner. Et petit à petit, j'ai vu que des gens dans mon entourage, plus on grandissait, plus facilement étaient exposés à cette problématique. Pas forcément du coup de l'inceste, mais juste des violences sexuelles de manière générale. Et dès lors, je me suis dit, j'ai envie d'agir un peu à mon échelle et je me contentais simplement de reposter des stories sur le viol. Sur mon Insta privé, donc à ce moment-là, parce que j'avais pas encore d'Insta dédié à ça. Vraiment, je pense que ça serait une super idée qu'on crée des espèces de formations qu'on pourrait effectuer dans plein d'endroits différents, dans d'autres associations, dans d'autres organisations pour discuter de ce que c'est une violence sexuelle, une agression, le consentement. Mais moi je trouve que c'est d'autant plus intéressant dans les entreprises, parce que c'est là où on a clairement des gens à toucher. Dans les écoles en vrai. Oui, dans les écoles, etc. Après, les formations... Cet engagement, il a vraiment tourné dans un autre sens quand j'en ai moi-même vécu. Donc à la toute fin du lycée, j'ai été moi-même victime de viol par un camarade de mon lycée. Direct, j'ai eu la volonté d'en parler. Donc quelques jours après ce que j'ai vécu, j'ai direct posté un post sur mes réseaux sociaux en dénonçant ce que j'avais vécu. Que voilà, j'étais une victime et que je souhaitais pas me taire. Je pense qu'un changement de vie traumatique peut modifier les pratiques sur les réseaux. On ne parle pas de soi de la même manière avant d'avoir découvert une maladie grave et après, par exemple. Après ce moment où j'avais parlé, j'ai juste oublié tout ce que j'avais vécu. Et puis j'ai décidé à un moment donné, en février 2023, de porter plainte. Parce que j'ai réalisé à quel point la situation n'était pas vivable et que le déni n'était pas la solution. C'est là où j'ai décidé officiellement de lancer Briser le silence. Briser la loi du silence, c'est un compte qui aborde et dénonce les violences sexistes et sexuelles, autrement dit les VSS. Aujourd'hui, avec 68 000 abonnés sur TikTok et près de 12 000 sur Instagram, c'est devenu une association à part entière. Son objectif, soutenir, écouter et accompagner les victimes de VSS tout en sensibilisant la population à ce fait de société. Quand j'ai vraiment lancé ça sur un coup de tête, un beau matin. Je me rappelle, j'ai préparé un peu une vidéo, j'avais un peu fait un petit montage et tout, j'étais trop fière de moi. Et du coup, j'ai posté cette vidéo et honnêtement, après j'ai éteint mon téléphone et je voulais pas savoir ce qui allait se passer parce que c'était un peu stressant et que c'était la première fois que je postais vraiment un TikTok qui parlait de ça publiquement. Salut, je m'appelle Elsa Pereira et le 4 juin 2022, j'ai été victime de viol. Et je sais que malheureusement, je suis pas la seule. Parler du viol sur les réseaux sociaux, ça enlève ce côté vie privée par rapport à ce qu'on a vécu. Donc vu que ma première vidéo traitait un peu indirectement de ce que j'avais vécu, de ma volonté de créer un documentaire, ça me faisait un peu peur. Mais honnêtement, j'aurais jamais pu m'attendre à autant de succès entre guillemets et aussi vite, et que ça atteigne autant de monde en fait. Parce que même si on n'a pas une communauté d'1 million d'abonnés, en fait on se rend compte qu'il y a un vrai impact sur les gens au vu des messages qu'on reçoit, au vu des commentaires qu'on reçoit, et que ça touche quand même des centaines, voire des milliers de personnes au quotidien.
Bien qu'Elsa exerce son boycott aujourd'hui, la cancel culture n'est pas un phénomène nouveau. Apparu fin des années 2000 aux États-Unis, le hashtag MeToo, moi aussi en français, l'a véritablement propulsé en 2017, 10 ans après sa première utilisation par la militante américaine Tarana Burke. Les réseaux sociaux se sont retrouvés inondés du hashtag afin de dénoncer les VSS vécus par les femmes dans les milieux artistiques. Via la cancel culture et les réseaux sociaux, je peux faire sortir des choses qui seront beaucoup plus complexes à mettre au jour via les médias traditionnels. Le premier grand cas de cancel culture, c'était celui du célèbre producteur américain Harvey Weinstein, accusé de viol et agression sexuelle en 2017. Condamné en 2020, il est le premier à réellement faire face à un déluge de messages l'incriminant, ce qui le noie dans une vague de cancel culture. On peut citer des tas d'autres exemples, comme le rappeur P. Diddy, impliqué dans une vaste affaire de trafic sexuel, ou encore le célèbre acteur Gérard Depardieu, accusé de viol et agression sexuelle par au moins 16 femmes. Aujourd'hui, la cancel culture est omniprésente sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram ou encore X sont les endroits de prédilection pour la pratiquer. Un message qui est un message qui apparaît comme étant en rupture avec les messages classiques est un message qui circule 6 fois plus. Et ça, les internautes l'ont vite compris. Les plateformes en ligne servent à partager la dernière photo de son repas ou ses activités personnelles, mais aussi et surtout son opinion, parfois bien tranchée sur des sujets de société. Boycott de tous ces films, il faut l'annihiler. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Bon bah je vais arrêter de l'écouter. Clap clap, c'est le bruit du marteau du procureur. Heureusement, on est nombreux et nombreuses à préférer croire une potentielle victime qu'un potentiel agresseur. Mais ces internautes qui cancellent en ligne, c'est qui en fait? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Je dirais que pour moi, la cancel culture, c'est dans un sens d'avoir des valeurs et de chercher à les appliquer dans toutes les sphères de sa vie et de ne pas donner d'importance à des personnes qui vont à l'encontre de nos valeurs. Forcément, dans ma consommation personnelle et dans ma vie personnelle, je boycotte quand même pas mal de choses. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux pour boycotter les choses qui ne vont pas, ou les personnes qui ne vont pas dans le sens de mes valeurs. Et du coup, c'est quelque chose que forcément je transmets sur mes réseaux sociaux. Donc dans tout ce qui concerne les VSS, forcément, ça tourne autour de briser le silence. Sur mon compte personnel, je vais avoir aussi tendance effectivement à pouvoir dénoncer des marques, notamment au sujet de la fast fashion, qui est un combat que je mène depuis très longtemps aussi, mais également du coup sur des personnalités qui sont problématiques de manière générale, que ce soit par leur discours, pas forcément toujours lié au VSS, mais ça peut être aussi sur la façon de visualiser le féminisme. Je tiens à rappeler la nécessité de boycott ces personnes-là, puisque quoi que vous puissiez dire, si vous les écoutez, donc là on parle bien de chanteurs, donc si vous écoutez leurs chansons, vous les financez et donc vous financez pas seulement l'artiste mais aussi le criminel derrière. On essaye quand même de se renseigner un maximum. Après, encore une fois, on n'a pas toujours accès à toutes les informations, on n'a pas toujours les médias qui en parlent, même très peu en réalité. Si jamais il n'y a pas trop d'informations dedans, on va se tourner vers les réseaux sociaux de manière générale parce que, notamment sur Twitter, enfin du coup maintenant X, il y a beaucoup d'informations qui passent et beaucoup de choses notamment sur ce sujet-là, sur des personnes qui ont pu être accusées de certaines choses, des dossiers qui ressortent du passé, etc. et tout. Le monde est grand et vaste et du coup on sait jamais tout. Et du coup forcément on apprend des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Et forcément ça construit notre mentalité, nos valeurs. Et on arrive des fois à boycotter. Canceller comme Elsa, c'est aussi possible à une plus petite échelle. En réalité, tout le monde peut canceller et être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une condition absolue pour que son boycott fasse effet. Je m'appelle Benjamin, j'ai 20 ans et je suis étudiant en mathématiques. Moi je suis pas dans l'optique de forcément de convaincre le maximum de personnes, je fais ça à mon échelle. Ici, nous sommes au Côte du Grenier, un côte à projet situé à Louvain-la-Neuve. C'est des côtes estudiantins qui promulguent certains événements, certains côtés de la société. Et nous, du coup, c'est la pop culture et les jeux vidéo. C'est très marginal, ce que je pense, donc les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas mon délire. Les mouvements sociaux actuels, ça m'intéresse, mais sans plus, quoi. Je suis un peu détaché de tout ça. En fait, quand je boycotte, moi, c'est par rapport à mes valeurs propres, c'est par rapport à moi-même. Je vais pas les boycotter dans le but de les faire crouler parce qu'il n'y a plus personne qui consomme chez eux. Financièrement parlant, je sais bien qu'ils s'en sortiront toujours. Enfin, moi, quand je dis boycott, oui, c'est forcément du boycott. Je ne consomme rien de la production de la personne ou de la société. Mais comme je dis, certaines choses, en fait, ça se fait naturellement, vu que c'est des choses qui ne sont pas en rapport avec nos valeurs, donc on ne va pas en consommer.
On l'a compris, les plus grandes victimes de cancel culture, ce sont les personnalités publiques. Pourtant, un des plus grands combats de Benjamin, c'est Walt Disney, cette entreprise qui crée des histoires magiques et des univers féeriques. Il arrive donc aussi que des marques fassent polémique, mais alors comment ça se passe ? Du coup, avec Disney, ça passe vraiment par le boycott de tout ce qu'ils peuvent produire, vraiment de A à Z. À l'époque, c'était les premiers à faire des choses incroyables. Après, peut-être que je fabule et que forcément, il y avait l'idée de faire de l'argent derrière. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment sortir des choses à la manière Hollywood. Donc c'est vraiment produire pour produire, même dans les parcs. Le prix est faramineux, les prestations sont ridicules. Il y avait des affaires de pédocriminalité. Certains employés du parc faisaient des choses pas très honnêtes. Mes parents toujours me demandent si je veux y aller, ou même avec des amis, des choses comme ça. À chaque fois, je refuse. Même si le voyage est tout frais payé, je suis en mode non merci, ça ira. Boycott, plan total. Par rapport aux stéréotypes de ceux qui font la social justice sur Internet, je suis pas à leur niveau, mais à mon échelle, je le fais un peu. Les différentes façons des cancellers pour faire entendre leur voix peuvent diverger. Pour Elsa, ce qui est certain, c'est que les plateformes en ligne permettent à tout le monde de s'exprimer. Donc pour moi, le dénoncer sur les réseaux sociaux, c'est un extrêmement bon moyen de faire avancer certaines luttes, puisque c'est vraiment un endroit qui est accessible à tout âge, à tout milieu social, à tout genre, à énormément de personnes en réalité. Sur le web, on va trouver du soutien, et aussi du soutien de personnes qu'on va jamais rencontrer, du soutien d'inconnus qui peut-être partagent le même problème, et donc forcément qui nous ressemblent. Et donc c'est là aussi que se situe, à mon avis, le succès des réseaux sociaux, parce qu'il y a communauté, et tout type de communauté peut exister. Grâce à son militantisme en ligne via son compte Briser la loi du silence, Elsa a pu créer une communauté regroupant d'autres internautes qui partagent les mêmes valeurs qu'elle et qui dénoncent les auteurs de violences sexistes et sexuelles, peu importe leur notoriété. À côté de son engagement, elle avait comme projet de réaliser un documentaire dénonçant les VSS afin de laisser la parole aux victimes. Pour le promouvoir, elle propose à quelques abonnés de la rejoindre, un complément à son boycott sur les réseaux. Là, c'est pas du boycott à l'état pur, mais c'est un moyen de montrer notre mécontentement vis-à-vis de ce qui se passe, notamment avec la justice française, et de faire la promotion de documentaires justement qui dénoncent ça et qui met en avant la réalité des violences sexuelles. Du coup, c'est un peu de la cancel culture dans la vraie vie. On fait ce qu'on peut à notre échelle quoi, pour soutenir les victimes de VSS. Et justement de promouvoir des documentaires indépendants faits par des victimes de VSS, pour les victimes de VSS, et pour sensibiliser à la cause. Justement, ce qui s'est passé avec L'Homme Pâle, j'ai arrêté d'écouter ses musiques, j'en ai parlé à mes amis qui n'étaient pas au courant de l'histoire, et j'ai relayé les tweets, les posts qui parlaient justement des agressions sexuelles commises par L'Homme Pâle. L'Homme Pâle, c'est un rappeur français visé par 3 plaintes pour violences sexuelles. Depuis la première plainte déposée à son encontre en 2020 pour des faits datant de 2017, le chanteur est victime de cancel culture. Tu fais genre que t'es sympa, mais tu violes. #boycott. Bye bye son concert à mon avis. #burk l'homme pâle. Vous pouvez pas faire comme tout le monde et vous taper des nanas consentantes, c'est trop demandé. Notre histoire n'aurait jamais pu finir. Entre 2020 et 2023, 2 autres plaintes ont été déposées contre lui. Sur la toile, Elsa ainsi que d'autres cancellers et cancelleuses rappellent à leur communauté de boycotter le chanteur, mis en garde à vue entre le 27 et le 28 février 2024. À ce jour, L'Homme Pâle n'est pas passé devant la justice. Malgré ça, pour les cancellers et cancelleuses, le combat continue. C'est un peu révoltant parce que tu te dis que le nombre de personnes qui en ont rien à faire, pour eux, c'est pas grave, on l'écoute pour ses chansons, pas pour sa personne. En tant que victime de VSS, ça fait un peu mal parce que tu te dis que quand c'est quelqu'un de connu, personne ne te croira. C'est un concert autour de l'ERN. On enlève juste Jules parce que il fait l'apologie du viol. Voilà, donc ça voulait pas coller une affiche par-dessus. Mais si, c'est moi, on colle une là et une là. Vas-y. La dernière fois, elle fait plus légalement, du coup, il y avait moins de stress, mais... Coucou Pacom. Avoir une communauté, ça permet d'être soutenu dans ses combats. Quand on ne s'expose pas sur les réseaux, on ne se tracasse pas de ce qui se passe dans son espace commentaire, mais pour Elsa, la boycotteuse influente, ce n'est pas toujours évident. Allez, c'est tout bon. Nickel chrome.
Je trouve qu'avoir une communauté, ça rajoute une très forte pression sur son militantisme, parce que les gens en attendent toujours plus de toi, dans le sens où tu es engagé et tu as une visibilité. Tu es obligé d'être militant parfait, t'as pas le droit d'avoir des défauts, c'est-à-dire que tu dois tout boycotter, tu dois parler de tous les sujets possibles et inimaginables, tu dois vraiment faire aucune erreur, et c'est vraiment une pression de fou. Et on le voit même par rapport aux haters et tout, qui disent « comment tu peux militer si t'as un iPhone ?» Et t'es en mode « bah oui, mais je peux pas être parfaite partout, et j'ai jamais prétendu l'être. » Au final, le boycott n'arrive pas toujours à ses fins, alors pourquoi est-ce que les cancelleurs et cancelleuses persévèrent ? Du coup, même si le boycott n'a pas toujours l'effet voulu, ça apporte quelque chose de dire que jusqu'au bout on défend ses valeurs et d'être, on va dire, droit dans ses baskets. Je me dis que même si tout Louvain-la-Neuve, toute la Belgique s'y mettait, d'accord, ça ferait quand même beaucoup sur leur compte en banque et tout ça, mais ils n'auraient rien à faire. Hein. Effectivement, les internautes ressentent parfois que leurs actions n'ont pas d'impact. S'il est vrai que le mouvement n'aboutit pas toujours, quand c'est le cas, les effets sont bien présents. Un cas où la cancel culture a triomphé en Belgique, c'est l'album Spirou et la Gorgone Bleue, accusé de racisme envers les personnages noirs et de sexisme à l'égard des femmes. D'après quelques internautes, ces personnages ont été irrespectueusement caricaturés. C'est Charlotte, une influenceuse française, qui met le doigt dessus. Cette dernière ainsi que les éditions Dupuis n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Je tiens entre mes mains une des BD les plus racistes de 2024. Qu'est-ce que c'est que ça, la différence de couleur comme... Pardonnez-moi, mais c'est quoi ça? Certains ont dit les Noirs sont, pour eux, ils l'ont pris comme ça, dessinés comme des singes, ils ont des visages simiesques. Mes références étaient celles de Franquin. Il dessinait les Noirs comme ça, il dessinait les Blancs comme ça. Enfin, comme moi je l'ai fait, tout le monde était à la même enseigne. C'est une caricature. On a une page entière sans dialogue, mais juste des dessins. Genre, est-ce que ce plan-là, il était nécessaire? Toutes les femmes sont hyper sexualisées. Qu'est-ce qui vous s'est passé par la tête, en fait? Moins de 48 heures après, sans nous prévenir, ils ont décidé unilatéralement de supprimer l'album du catalogue et d'arrêter toute commercialisation. C'était ça qu'ils avaient trouvé pour calmer le jeu. Nous prenons en ce jour la pleine responsabilité de cette erreur d'appréciation. C'est pourquoi nous tenons à présenter nos plus sincères excuses. Ils ont eu peur, sincèrement, ça c'est évident. Donc l'éditeur ici n'attend pas de plainte et ne se range pas non plus dans le camp de ces auteurs qu'il a pourtant, avec lesquels il a pourtant signé un contrat. Simplement parce qu'elle a posté ça sur des réseaux sociaux, elle a obtenu qu'on supprime un album, qu'on détruise un album. C'est un acte de censure. Je crois que si demain je devais être victime d'une cancel culture, il n'y a rien à faire, ça affecte très fort sa propre image. J'ai même eu envie à un moment donné de tout arrêter, quoi. Voilà. Ma première réaction aussi, c'est attendez, j'ai vraiment fait de la peine à des gens en dessinant comme je l'ai fait. Si c'est le cas, si j'ai pu blesser quelqu'un, Là, je suis prêt à m'excuser, vraiment. Dieu sait si c'est pas ce que je voulais, quoi, d'attaquer une minorité ou une catégorie de personnes. Il ne faut pas l'oublier, c'est un livre humoristique. Et on force un peu le trait. C'est le principe de la caricature. Spirou a donc probablement marqué l'histoire de la cancel culture belge, comme Gérard Depardieu marque celle de la France. Sa filmographie de plus de 200 films a imprégné le cinéma français, mais la carrière de l'acteur de 76 ans prend une autre tournure quand des accusations pour violences sexuelles font surface. De plus, l'émission Complément d'enquête, diffusée sur France 2, a révélé des images où il tient des propos jugés obscènes. Les extraits ont tourné sur les réseaux et les cancelleurs et cancelleuses ne les ont pas manqués. Nicole Colchat, comédienne, a joué en compagnie de l'acteur et ne partage pas tout à fait l'avis des personnes qui censurent. J'étais quand même un peu impressionnée de me dire que j'allais me trouver face à Gérard Depardieu, qui est un acteur, malgré tout ce qui se passe en moment, que je considère toujours comme un très grand acteur. En ce qui me concerne, il a été tout à fait charmant, d'une élégance rare. À l'écran, il y a des films où il a un comportement, effectivement, qui ressemble à celui qu'il peut avoir au privé. Ça, c'est la première surprise. La deuxième, c'est qu'il y a des questions d'époque aussi. Donc, il est le produit d'une époque où ces choses étaient courantes et tolérées. On ne peut pas nier qu'il déborde. Maintenant, ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression qu'on est déjà en train de faire son procès maintenant.
dans les médias, mais surtout sur les réseaux sociaux. Malgré les 16 plaintes déposées contre Gérard Depardieu, encore aujourd'hui, Gérard Depardieu il est protégé. Protégé par la presse parce qu'on n'oublie pas que le Figaro lui avait quand même donné une tribune. Il est protégé depuis des années par le milieu du cinéma et par ses fans qui disent « Oh, mais c'est Gérard Depardieu !» Comme si On entend, oui, la justice ne fait pas son travail, donc nous devons le faire à la place de la justice, et c'est en mettant ça sur la place publique qu'effectivement ces gens vont être privés de travail, privés de tournage ou de publication, et que ça va résoudre l'affaire. La justice est évidemment une machine aux mains d'êtres humains qui ne sont pas infaillibles, mais depuis quelques années, je pense que les tribunaux ont pris la mesure de l'importance et de la gravité des infractions de violence, de harcèlement, de viol, et d'ailleurs ont créé de nouvelles infractions. Malgré ces améliorations légales, celles et ceux qui exercent la cancel culture n'estiment pas le nombre de condamnations suffisant. C'est pourquoi ils et elles ont mis en place leur propre système de justice alternative. Savoir qu'elles ont il y a quand même une forme de justice qui s'opère, du fait qu'elles vont être boycott, qu'elles vont peut-être avoir, notamment pour les personnalités publiques, moins de revenus par rapport à certaines marques. Enfin, qu'il y a des gens qui vont les boycottent par rapport à leurs actions, c'est pour moi une forme de justice et un moyen de faire entendre sa voix et celle des victimes. Et là, évidemment, c'est intéressant d'avoir #MeToo qui peut dire « oui, il n'y a pas de preuves, mais regardez combien de personnes peuvent témoigner, etc. » Il y a prescription et on ne peut rien faire, et ça doit être dit, ça doit être fait, c'est certain. Mais ça ne doit pas se substituer à la justice. C'est un fait, la justice a besoin de preuves pour condamner. Certains inculpés ont été reconnus coupables, mais d'autres affaires ont été classées sans suite par manque de preuves, et c'est ça qui déplaît et qui pousse à exercer une forme de justice sociale sur Internet. Le tribunal médiatique permet de dénoncer un certain nombre de situations que sinon on ne connaîtrait pas, mais le côté négatif, c'est que parfois le tribunal médiatique s'instaure en véritable tribunal et juge des gens en n'ayant pas du tout égard aux règles traditionnelles du droit et par exemple à la présomption d'innocence. Au final, est-ce que tout est permis quand il s'agit de cancel culture ? La cancel culture, lorsqu'elle est l'expression de la liberté d'expression, doit être non seulement admise, mais doit être protégée. Ce qui véritablement devient dangereux, c'est à partir du moment où on utilise les outils technologiques avec la volonté de dénigrer quelqu'un et sur base d'informations qui sont des informations que l'on sait partielles, des informations trompeuses ou des informations carrément fausses. Si les accusations sont vraies, ils méritent la prison directe. Ça fait partie de la liberté d'expression, de dire il y a des soupçons ou il y a des plaintes déposées contre une personne, mais si on accuse une personne d'un délit que la justice n'a pas reconnu, ça a comme conséquence éventuellement d'être poursuivi pour diffamation, calomnie, injure, et également d'être poursuivi en dommages et intérêts devant un tribunal civil éventuellement. Malgré ses limites, la cancel culture, c'est avant tout une question de valeur. Il vous revient de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, et au final, on peut en dire ce qu'on veut, tout le monde peut canceller, et sur tous les sujets imaginables. Et même s'il n'existe que depuis peu, le mouvement a pris une place importante dans la sphère publique. J'espère qu'à l'avenir, la cancel culture grandira et permettra d'impacter vraiment, et que en fait, ça poussera les gens à vouloir éviter vraiment à tout prix cette cancel culture, et à faire très attention à ce qu'ils font en fait. Il est certain que, comme tout le monde, si on fait d'autres albums, on va faire attention. Mais au détriment, peut-être, de la liberté d'expression. Il faut rester attentif aussi au fait que le combat est légitime, il faut le mener jusqu'au bout, mais il faut être jusqu'au bout attentif à toutes les parties et à ce que, quand justice soit faite, elle est bien faite. Je pense que finalement, il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait punition s'il y a lieu de punir, mais pas en supprimant des œuvres ou en les écartant du paysage. Je pense qu'il faut les contextualiser et expliquer pourquoi elles posent problème. Avec ou sans conséquence, à petite ou grande échelle, la cancel culture est aujourd'hui partout autour de nous.
Que ce soit virtuellement ou hors des écrans, vous ne le savez peut-être pas, mais vous connaissez certainement un cancelleur ou une cancelleuse.